La source du handicap, dit par Émile Berlerme, en février 2021. Source du handicap. Le handicap, contraint par nos chers parents, étant un peu le fil rouge de cette chaîne, le thème mérite d'être étoffé. Liberté, égalité, associé. Un petit rappel, qui n'est qu'un fait, rien de plus. La source de tous les handicaps, donc de toutes les souffrances, est la procréation. La procréation est la mère de tous les crimes, toutes les misères, toutes les morts naturelles ou contraintes. La procréation est la mère de tous les vices et méfaits humains. Les vertus et les bienfaits sont normaux, ils sont dus, il est inutile de les citer pour les comparer. La procréation est la mère du mal-être. La procréation est la mère de la misère de milliards d'humains. La société est cette mère procréatrice. Le principe de précaution pour l'acte le plus important qui soit pour un être humain, la procréation, ne devrait-il pas être une règle de droit appliquée par nécessité humaniste en toutes circonstances? Pourquoi fait-on des enfants? Réponse, pour le besoin des parents et de la société. Ce n'est jamais pour l'enfant que l'on fait cet enfant. Ceci est toujours vrai, croyance ou pas. On ne peut connaître à l'avance l'opinion de l'enfant sur la vie qui lui est imposée. Alors on le met devant le fait accompli. Vit et supporte. Et ensuite il suffit de remplir sa mémoire de connaissances et de fonctionnalités qui vont lui permettre de s'intégrer à la société. Ce n'est pas sorcier. Ce genre de procédé a été répété au moins 100 de milliards de fois. La méthode est quasi garantie sans échec. D'ailleurs, les erreurs sont également prises en charge par la société sous forme de lois. Les lois sont justement faites pour les erreurs éducatives, sinon elles ne seraient pas nécessaires. Une personne parfaitement éduquée se comporterait sans défaut de comportement social, et les règles édictées ne serviraient à rien. Cela signifie donc que le problème éducatif vient de l'éducateur et non de l'enfant éduqué. Pourtant, c'est l'enfant qui ira en tôle s'il ne respecte pas les règles sociales. Néanmoins, ce dernier ayant été contraint d'exister, il est en droit de refuser le lieu et les personnes qui le peuplent, ainsi que toute règle ou loi qu'il n'a pas lui-même acceptée avant d'être intégré dans l'entreprise commune, la société, c'est-à-dire la nation. N'est-ce pas la loi elle-même qui le dit à peu près dans ces termes? Mais si l'on refuse le système, où aller sinon dans l'au-delà? Le néant d'où l'on est tiré. Ce qui ne se fait pas sans douleur et sans peur. Ne risque-t-on pas l'enfer selon les croyants? Or, pas de vie, pas d'enfer. Non? Procréer au paradis un être parfait devrait présenter le meilleur palliatif pour tout pratiquant religieux. Mais non, ils paraissent ne pas percuter. Mystère ou misère mentale? L'autre léger problème de la procréation concerne les aléas des résultats sur les personnes mises au monde sans leur accord. Physiquement et intellectuellement, les personnes engagées dans l'existence peuvent soit bénéficier d'avantages conséquents, soit au contraire pâtir de sérieux handicaps. Le panel des avantages et des handicaps est très vaste. Du moins la personne concernée en mal l'éprouve-t-elle ainsi. La société vous fait ressentir que vous êtes un poids pour elle, aussi bien à l'école qu'au boulot. Et très souvent père et mère, auteurs de vos supplices, vous reprochent d'être ce que vous êtes, alors qu'ils en sont les responsables selon le sens social. La personne qui n'a pas le moins du monde demandé à faire partie du jeu humain se demande bien pourquoi ses si chers parents lui ont infligé ce problème supplémentaire d'infériorité et de souffrance, alors qu'exister sous forme humaine normale est déjà un problème en soi. Et si la société prenait en charge les défauts qu'elle vous a imposés en vous contraignant à exister? Même pas. Pourtant, en tant qu'humanité bien pensante, proclamant son exception animale, elle devrait tout faire pour vous dédommager physiquement et intellectuellement des loupés qu'elle a produits sur votre personne sans votre consentement, n'est-ce pas? Exister est-il un service national? Les parents ne sont pas les seuls coupables, car toute la société désire de nouveaux associés pour remplacer ceux qu'elle envoie à la retraite et au tombeau. Aujourd'hui, au XXIe siècle, nous existons pour faire tourner une horloge. Nation,
qui n'a comme utilité que la compétitivité avec les autres nations. Nous existons également pour satisfaire le désir de parentalité des animaux humains qui fonctionnent ainsi. Il faut se reproduire parce que la libido le commande. Pourtant, nul n'est tenu d'obéir aux ordres de la nature ou de sa nature. D'ailleurs, obéir impulsivement aux commandements de sa propre nature, c'est-à-dire à ses bas instincts, est souvent interdit par la loi, et il est toujours fortement recommandé de les contrôler. Les gens se sont associés sous forme de nations pour se protéger des autres nations. Ce qui est stupide, puisqu'il suffit de s'associer avec tout le monde, et il n'y a plus besoin de se protéger des autres nations qui n'existent plus. Ce qui entraîne ainsi la simplification de la gouvernance, par l'adoption du même principe de gestion des individus, de la circulation, du commerce, etc. Et plus de guerres internationales, car plus de compétition internationale. Donc si vous fabriquez des gens, c'est pour alimenter un individu, la nation qui est là pour protéger les gens, afin qu'elle protège ceux que vous fabriquez pour servir la nation qui existe pour protéger les gens qui sont fabriqués pour alimenter. Bizarre raisonnement qui se mord la queue. N'avancez pas la pérennité de l'espèce, ou la science, ou les dieux, ou la réincarnation, c'est encore plus stupide. Voulez-vous une démonstration? Si la procréation n'est pas un service national, un peu comme le service militaire, pourquoi la société s'en mêle-t-elle? Pourquoi l'enfant est-il déposé dans la corbeille nationale? Tiens, prends ce bébé associé citoyen, c'est un cadeau. C'est ma part de boulot procréateur, dit la mère. Paie-moi, j'ai bossé pour pondre au risque de ma vie. Maintenant je bosse pour l'éduquer et l'insérer. Au service de la nation. Tu nais bien portant, à 20 ans tu prends les armes, tu vas au combat, tu reçois un éclat d'obus, tu reviens handicapé. Dommage collatéral. Tu es civil, tu es né bien portant et joyeux, maintenant tu as 10 ans, un avion américain passe, largue une bombe, manque sa cible, tu perds frère, sœur, mère, père et jambes. Dommages collatéraux. Tu nais handicapé, tu es déjà un dommage collatéral de la guerre de la vie contre la vie, pour servir parents et société. Les gouvernements pensent en pourcentage de pertes et en dommages collatéraux quand ils comptabilisent les naissances. 7500 handicaps graves pour 800 000 naissances par an en France, cela donne environ du 1%. Les mères ne devraient pas penser à leur propre enfant dans ces mêmes termes. L'OMS avance 10% de handicap sur la planète, ce qui fait aujourd'hui environ 780 millions de personnes handicapées. À compter avec moi. 1, 2, 3, etc. 780 millions. À 1 seconde par personne, il vous faudra 25 ans. Et si vous voulez serrer la main de chacun, quand ils en ont une, à 10 secondes par personne, cela fera 250 ans. Qu'est-ce qu'un handicap? Nous savons tous que la vie est une loterie. Mais puisque nous le savons tous, comment nos mères et nos pères osent-ils jouer sur nos existences? Qui leur a mis un revolver sur la tempe pour les contraindre à jouer sur notre dos? Dans son rapport sur le handicap mondial, en 2011, l'OMS commence ainsi. Le handicap fait partie de la condition humaine. Pratiquement tout le monde, à un moment ou l'autre de la vie, aura une déficience temporaire ou permanente. Et ceux qui parviendront à un âge avancé connaîtront des difficultés fonctionnelles croissantes. Le handicap est complexe et les interventions pour en surmonter les inconvénients sont multiples et générales, variant avec le contexte. La notion de handicap est une comparaison entre celui qui est capable et celui qui ne l'est pas, capacité physique ou intellectuelle. Se sentir handicapé, c'est se comparer à l'autre. Voir un handicap chez un autre, c'est le comparer défavorablement à soi. Ne pas voir un handicap chez celui qui en a un effectivement, c'est supposer qu'il fait volontairement l'inférieur. Être complexé, c'est n'avoir aucun handicap, mais en ressentir un ou plusieurs, et en tout cas avoir le handicap du complexe. Et ainsi de suite. Prétendre que quelqu'un est méritant, c'est supposer l'autre ayant les mêmes capacités, mais refusant volontairement de mériter.
C'est évidemment stupide. La question est, pourquoi devrais-je chercher à mériter de bien vivre alors que je n'ai pas demandé d'exister? Pourquoi devrais-je grimper au mur de la hiérarchie sociale alors qu'on m'a contraint d'être au pied du mur? Le handicapé doit-il grimper sans envie et sans capacité, ainsi que le non-handicapé? Non-handicapé selon le barème social, évidemment. N'est-ce pas mon droit de saper le mur et de faire dévisser ceux qui grimpent, comme le font d'ailleurs avec avidité tous les hauts placés? Mais qui décide de ce qu'est le handicap? La société ou l'individu? Pour la société, le handicap a deux formes, le handicap absolu et le handicap relatif à l'âge. Le handicap absolu est quand il vous manque un aspect de l'être qui est présent chez la moyenne des autres humains, appelés gens normaux. Cela peut être corporel ou mental. Le handicap relatif à l'âge est sur le même principe, mais dans votre tranche d'âge. La normalité est alors basée sur votre tranche d'âge, ce qui équivaut à la tolérance d'usinage de la mécanique. Pour simplifier, il y a des bébés normaux, des ados normaux, des adultes normaux et des vieillards normaux. Mais relativement, le bébé comme le vieillard sont handicapés physiquement par rapport au jeune adulte. Et tout aussi relativement si l'on considère l'âge où un intellect est accompli. Alors les autres sont handicapés avant et après cette tranche d'âge. Et plus subtilement, nous sommes tous handicapés intellectuellement ou physiquement par rapport au meilleur de nous-mêmes du cours de notre vie. Nous sommes tous handicapés également, dans un domaine ou un autre comparé au meilleur d'entre nous, aussi bien intellectuellement que physiquement. Il y a toujours meilleur que nous. Et quand l'un d'entre nous est qualifié de supérieur aux autres, cela ne dure jamais très longtemps. Ce genre de faculté humaine n'est pas très stable. Et ne sommes-nous pas tous handicapés par rapport à ce que nous aimerions être? Ne sommes-nous pas handicapés des ailes que nous ne possédons pas? Ne sommes-nous pas handicapés des aptitudes des êtres fabuleux et des divinités que nous avons imaginées? J'ai moi-même décidé de me sentir handicapé de ces facultés. Vous avez tous le même droit. Ma mère m'a donc volontairement fabriqué handicapé en me créant humain. Ce n'est à personne de choisir à ma place, ce n'est à personne de décider à votre place de ce que vous ressentez comme étant normal ou comme étant un handicap. Et pourtant, ma propre mère m'a jeté dans ce monde, donc handicapé selon mes normes. Et la société n'a rien fait pour la prévenir. Au contraire, elle l'a fortement incité à fabriquer mon existence de handicapé pour la servir, uniquement pour leur servir de chair expérimentale pour maman, et pour la société de chair à boulot, de chair à impôt et de chair à canon. N'ai-je pas été contraint au service militaire national, alors que j'étais mineur, avec obligation d'apprendre à tuer? C'est immonde. Vous vous regardez dans la glace, vous vous comparez à votre enfant, et vous vous dites qu'heureusement votre enfant n'était pas né handicapé. Eh bien, vous vous trompez. Tous les humains sont handicapés physiques et mentaux. Car n'étant ni omniscient, ni omnipotent, ni éternel, vous êtes handicapés. Nous le sommes tous, mais bien trop prétentieux pour l'admettre. La douleur, la souffrance, les handicaps ou simples petits défauts psychologiques, bégaiement, timidité, dyslexie, etc., ne sont pas tous des phénomènes visibles ou des souffrances physiques, mais ce sont pourtant des handicaps énormes pour vivre dans le système social. On apprend aux gens à ne rien montrer de leur mal-être par orgueil. Pourquoi? Quel est l'intérêt de notre espèce à se dissimuler ces problèmes invisibles? Ne voulons-nous pas supprimer tous les handicaps? Alors pourquoi cacher le vôtre? Jurisprudence. Voir le lien dans la présentation. Même limiter des défauts de construction engage la responsabilité du constructeur. Publié le 19/08/2015. Direction de l'information légale et administrative. Premier ministre. Tout constructeur d'un ouvrage est responsable des dommages et des malfaçons qui compromettent sa solidité ou le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné. La Cour de cassation rappelle que c'est le cas même pour de petits défauts. Question. Est-ce que cela engage le fabricant d'une existence lorsqu'il crée un handicap sur son propre rejeton?
Il me semble que la procréation devrait être infiniment plus soignée et plus responsable, et que toute malfaçon sur un être humain devrait être infiniment plus pénalisée que la simple faute ou erreur de fabrication d'un ouvrage, de maçonnerie ou de couture. Pourquoi a-t-on inventé la notion de handicap, si ce n'est parce qu'on nous a fabriqués pour entrer dans la compétition sociale? Car sans compétition, la notion de handicap n'existe pas, mis à part une notion de mal-être éventuelle. C'est dire à quel point nos souffrances sont prévues. Mais quelle importance du moment que le compte de normaux est suffisant pour alimenter la nation en rouages de toutes sortes, essentiellement les petits rouages corvéables. Voir l'article « Démocratie des bien portants ». Pouvoir et droit. Il y a cette chose évidente que personne ne semble avoir remarquée, c'est que nous avons tous été contraints d'exister. Contraints et forcés d'exister. Et cela a des implications nombreuses au niveau individuel et social. Lancer la fabrication d'une personne est la plus importante des responsabilités humaines. La responsabilité suprême. Il n'y a pas de responsabilité plus importante que celle-là. Pourtant, n'importe qui, n'importe quel imbécile en a le droit. N'importe qui en a le pouvoir. Enfin, n'importe qui a le pouvoir de contraindre une personne à exister sous le seul prétexte que copuler est normal, que la procréation est normale dans le monde animal, et que le monde humain ne l'interdit pas. Hors quelques cas particuliers, essentiellement le viol, et ne le contrôle pas vraiment. N'est-il pas normal de tuer, de violer, de voler dans le monde animal? Pourtant la loi l'interdit de nos jours. De quel droit une autre personne peut-elle décider à votre place de vos souffrances, de votre mort ou même de votre enfer? Vos géniteurs vous ont imposé l'existence, pourquoi cette contrainte vous a-t-elle échappé? Pourquoi le risque de vous fabriquer handicapé vous a-t-il échappé? Pourquoi leur avez-vous accordé sans rechigner le droit de vous handicaper de naissance et le droit de vous installer dans le couloir de la mort qu'est votre vie? Ou de vous pousser sur le toboggan fatal de l'existence? Vous aimez vos parents? Eh bien, ces chers parents se moquaient que vous naissiez handicapé, mental ou physique, et que vous souffriez toute votre vie. Vous les aimez toujours? Pourquoi? Parce qu'ils vous ont mieux traité que le voisin? Vous vivez sur un tas d'immondices de premier choix, alors que le voisin s'ébat dans un cloaque de deuxième catégorie. En réalité, vous leur accordez ce droit sur vous, parce que vous vous accordez le droit immonde d'en faire autant sur votre enfant. Vous allez faire ça sans réfléchir au risque, et pas plus à l'esclavage que vous vous autorisez sur une autre personne intelligente. Votre enfant, qui n'est pas votre enfant puisqu'il ne vous appartient pas. Vous êtes uniquement son tuteur légal. Car procréer est de l'esclavage. Les humains sont les seuls animaux capables de légiférer, les seuls capables de décider de faire ou de ne pas faire d'enfants, les seuls capables de comprendre le monde et les raisons de leurs actes dans le monde. Ils sont capables individuellement de se poser des questions et de tenter d'y répondre. Ils sont capables de comprendre des argumentations complexes, relativement, mais ils sont prisonniers du nombre. La quantité d'humains empêche les changements de route. L'inertie du nombre maintient le système sur la voie. Ce n'est pas l'analyse logique des faits, la stratégie, qui permet à l'espèce humaine, soi-disant intelligente, de se gérer elle-même. C'est la lente glissade sur le toboggan. Ils sont prisonniers du sillon du toboggan. Les humains sont gérés par le système. Ce n'est pas eux qui font le système, et encore moins eux qui gèrent leur propre liberté. D'ailleurs, puisqu'on vous impose l'existence, on vous impose la liberté. Les degrés de liberté. Or, la liberté peut-elle être imposée? Contraindre les femmes à enfanter. L'humanité a trouvé un moyen d'obliger les femmes de procréer, c'est le patriarcat. Dans une partie du monde, il a été aboli, du moins dans le but procréatif. Mais est-ce qu'un jour, dans un avenir plus ou moins proche, les nations pourraient en arriver à imposer aux femmes la procréation? Ces dernières se laisseraient-elles faire maintenant qu'elles ont goûté à la liberté? Ne sont-elles pas toutes capables de prendre les armes et de plier l'index ou d'appuyer sur un bouton? Ont-elles été lâches pendant des milliers d'années? Le patriarcat est une forme du meilleur des mondes d'Aldous Huxley.
L'arbitraire masculin s'impose à la femme et à la famille, dont il est le chef, le surveillant, le maître. L'homme gère sa famille, sa tribu. Il impose le système éducatif, les préceptes, la religion. Huxley n'a rien inventé. Le patriarcat est le meilleur des mondes, selon les patriarches. La romancière Margaret Atwood n'a rien inventé non plus. Le patriarcat outrancier est le modèle de base de son roman, La Servante écarlate. La femme a toujours été la servante écarlate du mâle dominant. La France vieillit, l'Allemagne vieillit, l'Italie vieillit, le Japon vieillit, toutes les nations occidentales vieillissent. À plus ou moins long terme, toutes les nations du monde vieilliront, c'est-à-dire que les femmes ne feront pas les enfants nécessaires pour un renouvellement de la population. En ce qui me concerne, tant mieux. Et en ce qui concerne la diminution du nombre d'êtres qui souffrent sur la planète, c'est encore mieux également. Une nation démocratique peut-elle contraindre une femme à enfanter? Donc toutes les femmes, sans discrimination. Ce qui conduirait à culpabiliser les femmes qui ne peuvent en faire, car il suffirait d'affirmer qu'elles ne veulent pas en faire. Interdire l'avortement ou l'autoriser, c'est admettre officiellement que les femmes et les hommes sont incapables de contrôler l'acte procréateur. C'est donc admettre que le libre arbitre n'existe pas, sans parler de celui de l'être mis au monde, dont l'exercice de son soi-disant libre arbitre n'intéresse personne. En ce qui concerne le choix d'exister ou pas, évidemment, et des conséquences qui vont en découler. La libération de la femme conduit-elle inexorablement au dépeuplement du monde, ce qui est souhaitable selon toute personne sensée? L'égalité homme-femme implique que soit les hommes font des enfants, donc deviennent des femmes, soit les femmes cessent de faire des enfants, donc deviennent des sortes d'hommes, sortes puisqu'elles possèdent un utérus qui est la marque de leur féminité, utérus fonctionnel ou non. Si les hommes se mettaient à faire des enfants, l'espèce humaine se transformerait probablement en espèce escargot hermaphrodite. Pauvre de nous. Le pire étant la scissiparité. Imaginez. Complicité des associés citoyens. La procréation est un acte social, en fait le premier acte social. La société ne peut se débiner devant la procréation. La société est co-responsable de chaque procréation. La procréation est une demande sociale. Cette demande implique des responsabilités du demandeur. Comme le demandeur est quasiment tout-puissant, sa responsabilité est immense. Voir l'article « Responsable ou irresponsable ». Le pourcentage de handicapés étant toujours sensiblement le même d'année en année, l'État connaissant ce pourcentage, il laisse faire le système handicapant ces personnes. Il est donc totalement responsable de ces handicaps, et doit, semble-t-il, considérer le phénomène comme allant de soi. En 2019, le nombre de personnels soignants en France s'élevait à 1 226 374 personnes, toutes catégories confondues. Source INSEE, voir le lien dans la présentation. Cela signifie qu'en France, une personne sur 55 travaille dans le domaine de la santé. Pourquoi changer un système procréatif qui ne marche pas? Du moment que les bien portants tiennent bon la barre, que demande le peuple? World Health Organization. Selon l'OMS en 2015, environ 10% de la population, soit 650 millions de personnes, vivaient avec un handicap. D'après l'Organisation mondiale de la santé, OMS, ce chiffre est en augmentation, suite à la croissance de la population, aux avancées médicales et au processus de vieillissement. Dans les pays où l'espérance de vie est de plus de 70 ans, chaque individu passera en moyenne 8 ans ou 11,5% de sa vie à vivre avec un handicap. En 2021, ces 10% de la population donnent un chiffre de 780 millions de personnes, c'est-à-dire plus de 3 fois le nombre total de gens vivant il y a 2000 ans sur cette chère planète, grosse actuellement de près de 8 milliards de benets pollueurs vindicatifs, malheureux ou benoît. Tous les êtres humains, sans exception, qui acceptent la contrainte d'existence, c'est-à-dire qu'un homme et une femme peuvent décider arbitrairement qu'une personne soit fabriquée sans l'accord de cet être, façonné pour les services nationaux, évidemment il ne peut en être autrement,
sont complices du crime de la création de l'existence de l'ensemble des 780 millions de personnes qui existent handicapées chaque année, ainsi que, bien entendu, de tous ceux qui vont détester l'existence, mais également de toutes les avanies de l'existence individuelle et sociale, terrorisme, révolution, crimes en tout genre, guerre perpétuelle, etc. Comment ces criminels sont-ils punis? Aucune peine n'est prévue pour le crime de procréation, pourtant la mère de tous les crimes. Que reçoivent les handicapés comme dédommagement et compensation à leur handicap physique et psychologique? Les États ayant déjà du mal à s'occuper de bien faire tourner la nation, comment voulez-vous qu'ils s'occupent des handicaps qu'ils ont causés par acceptation de leurs existences? Toute personne naissant handicapée, et personne sauf elle-même ne peut juger de ce handicap, peut dire à ceux qui admettent le principe actuel de procréation « Vous êtes complices du crime de la création de mon existence ». Faire un enfant dans des conditions où le handicap est une forte éventualité est un crime par imprudence, un crime immonde puisque l'enfant est mis devant le fait accompli de l'existence et celui de son handicap, et c'est ignoble puisqu'il n'a pas demandé à exister. Ce sont les lois de la société elle-même qui disent ce qu'est un crime par imprudence. La société est criminelle et le sait. Elle se criminalise elle-même, mais étrangement personne ne porte plainte d'exister et d'exister handicapé. C'est un véritable mystère. La moindre des choses serait qu'elle répare et dédommage ces personnes handicapées volontairement, pour le service national de remplacement de citoyens rouages. Combien y a-t-il de parlementaires handicapés pour représenter le handicap en France et dans toutes les nations? Le pourcentage de handicapés dans la population étant de X%, celui des parlementaires handicapés ne devrait-il pas être identique pour une juste représentation? Bientôt 1 milliard de dommages collatéraux. Fermer les yeux, se boucher les oreilles, et se taire n'est certainement pas de la sagesse. Êtes-vous fou au point de ne pas les voir et les entendre? Je ne le suis pas au point de me taire. Mise en danger de la vie d'autrui. Pas de vie, pas de risque. Les aléas de la construction d'un être humain dans le corps de sa mère n'est pas une excuse pour les deux parents et la société de vous avoir fabriqué handicapé. Ne pas maîtriser le processus de fabrication ne les absout pas. Ils ont volontairement réalisé votre procréation avec l'autorisation sociale. Quand la fécondation est involontaire, cela se produit parfois, la femme a le pouvoir et le droit de faire cesser le processus de développement de l'embryon en avortant. Que la société ait interdit puis autorisé l'avortement démontre son implication dans le processus de fécondation. Aucune personne ne peut exister dans l'utérus d'une autre personne. Une femme n'avorte donc pas d'un être humain. En avortant, une femme met fin à un processus de fabrication, la procréation qui, elle, est un acte criminel. Le crime est la procréation, pas l'avortement. Toutes les mères sont des docteurs Frankenstein. Leur laboratoire, c'est leur ventre. Elles expérimentent la procréation. Elles veulent sentir leur ventre se gonfler et se tendre à éclater. Ce bedon qui s'arrondit est un labo où tout ce qui se passe est hors de leur vue. Le seul pouvoir qu'elles possèdent est le choix des briques qu'elles apportent en s'alimentant, et rarement avec la meilleure nourriture. Et c'est également cela que la société doit intervenir, car une femme enceinte, mal alimentée ou en mauvaise santé, c'est un enfant mal conçu qui en subira des conséquences supplémentaires à celui d'exister. Être mal nourri dans et par le sein maternel, c'est comme de vivre dans une maison délabrée. Un enfant s'y développe très mal physiquement et intellectuellement. Et cela fera pour la nation un mauvais associé supplémentaire, donc une mauvaise nation. Mais aussi un associé à surveiller, une surveillance à payer, une santé à établir. Une mère qui met au monde un enfant handicapé est une criminelle intentionnelle. Elle sait le risque infini qu'il y a à lancer la fabrication d'un enfant dans son utérus, mais elle prend malgré tout ce risque infini pour l'enfant. La procréation est un doux désir personnel, mais c'est de la malveillance sur autrui. C'est une malveillance volontaire, car l'enfant souffrira et mourra comme chacun sait. Et pour beaucoup de parents et de sociétés,
il sera menacé de l'enfer sans avoir demandé à exister. Même si la menace est imaginaire, cela est encore plus monstrueux, car cette menace est éternelle, alors qu'une vie humaine est très courte. Ce n'est qu'un abject chantage après avoir commis le crime de mettre l'enfant au monde. Serre-nous bien, ou tu subiras l'enfer. La société est également responsable de complicité de crimes intentionnels, car cette mère est une associée. La société a donné l'autorisation implicite à cette femme, sous couple de parents, de procréer. En France, et dans la partie correctement civilisée du monde, la femme a le droit d'avorter. Mais attention au délai. Quelles que soient ses raisons, ce sont ses raisons personnelles. Elle ferait mieux d'avorter pour les raisons de la personne qu'elle pourrait handicaper à vie et faire souffrir à vie. Elle ferait une bonne action de ne pas accomplir l'action de procréer. Et s'il faut en passer par l'avortement, qu'elle-même prenne ce petit risque pour elle. Mettre en danger la vie d'un autre est interdit par la loi, procréer est donc interdit par la loi. Pour les croyantes et les croyants, créer une existence humaine pour un Dieu est un risque qu'un être juste et équitable ne pouvait pas prendre. Une entité parfaite, donc éthique, crée des êtres parfaits, donc sans aucune possibilité de vice de fonctionnement mental ou physique. Mais si l'intention était de faire souffrir, il y a parfaitement réussi. À votre place, je me méfierais du paradis. D'ailleurs, pourquoi créer la fonction souffrance, si ce n'est pour qu'elle soit utilisée? Pourquoi créer la possibilité du handicap, si ce n'est pour l'utiliser? Pourquoi créer la potentialité de crime, si ce n'est pour qu'il soit utilisé? Pas de vie, pas de risque. Nous sommes tous handicapés au cours de notre vie, au moins en tant que bébé et en tant que personne âgée. Le handicap est relatif. Je n'ai pas d'ailes, mais j'aimerais bien en posséder. Je suis donc handicapé des ailes qu'on ne m'a pas accordées à la construction. Je n'ai pas demandé à exister, je suis innocent d'exister. Je réclame un dû d'existence, et non un revenu d'existence. Un dû d'existence intéressante, car je veux mener une vie intéressante, sinon ce n'est pas la peine de me fabriquer. Si vous n'êtes pas capable d'assurer la fiabilité de ma construction saine pour une vie intéressante, ne me fabriquez pas, je vous l'interdis. Je vous interdis de me fabriquer, car je ne vois aucun intérêt d'exister pour mener une vie aussi courte et absurde. Ce ne sont pas mes ossements qui vont danser la gigue, une fois ma vie terminée, en se remémorant les bons moments. Mais comme vous n'avez pas écouté mon interdiction, je porte plainte contre mes parents, eux-mêmes morts dans la souffrance pour rien, et contre la société qui s'obstine à fabriquer constamment des humains défectueux, car elle est incapable de construire uniquement des associés sains de corps et d'intellect. Et elle s'en fout. Elle persiste à multiplier la souffrance en augmentant sa population, dans le but dérisoire de concurrencer les sociétés voisines qui font comme elle. Les gens ne sont pas assez pénalisés quand ils fabriquent un enfant handicapé. La société complice n'est pas assez pénalisée elle-même. Une personne qui naît handicapée, alors qu'elle n'a ni demandé à exister, ni, encore moins, demandé des handicaps, pour lui compliquer une existence qu'elle n'a pas demandée, doit être très largement dédommagée, non seulement pour ses handicaps physiques ou mentaux, mais pour les dommages psychologiques qui provoquent une double peine, car les autres, ces fameux autres stupides, stupidité résultat d'une mauvaise éducation ou d'un handicap, ne font rien pour l'aider et souvent, au contraire, la culpabilisent ou la moquent d'être ce qu'elle est. Les nombreuses peines du handicap. D'abord le handicap lui-même, plus ou moins douloureux physiquement ou intellectuellement, mais toujours une peine psychologique. Puis l'impossibilité de vivre correctement, danser, courir, grimper, vivre seul, sans aide. Et ensuite le fait d'observer les normaux et de les envier. Le fait de devoir supporter les sarcasmes des normaux handicapés eux-mêmes de leur idiotie et d'en être inconscients. Et encore le salaire de misère qu'ils reçoivent, quand la plupart du temps ils manquent des compétences adéquates pour vivre en société. Les exceptions sont rares, etc. Voir mes articles Le 5e élément et Responsable ou irresponsable.
Personnellement, je vous absous de vos crimes envers moi, car je sais que le libre arbitre n'existe pas. Mais selon votre propre modèle de société, soi-disant responsable, alors vous êtes un coupable. Et si vous êtes coupable, alors vous êtes pénalisable, par votre propre justice. Mais puisque vous ne l'êtes pas selon moi, alors oublions, passons à autre chose. Essayons un autre système social véritablement humaniste. Vous aussi avez été contraint d'exister, et vous êtes donc innocent de tout. Surpopulation. Toute idéologie, basée sur le respect et la justice, n'a pour seule solution que la réduction drastique, quasi draconienne de la population. Car aucune ne peut être appliquée dans un monde peuplé d'un seul être souffrant, qui n'a en aucun cas demandé à exister. Accepter un pourcentage d'êtres souffrants, c'est admettre que nous pouvons tous, de naissance, subir les dommages collatéraux de la vie, alors qu'aucun de nous ne l'admettrait pour soi, si on pouvait lui demander son avis avant d'exister. Le respect et la justice ne peuvent tolérer la notion de dommages collatéraux, c'est-à-dire de handicap de naissance. Il n'y a qu'un moyen de supprimer les dommages collatéraux, c'est de ne pas procréer, car la procréation ne sera jamais maîtrisée. La procréation, comme la création pour les croyants, ne demande jamais son consentement à l'individu pour créer, ou créer. La procréation, la création, est un principe esclavagiste. Si vous me parlez d'eugénisme, faites donc un sondage chez tous les handicapés physiques ou mentaux, et demandez-leur s'ils n'auraient pas préféré vivre avec un QI et un QP, quotient physique, supérieur à 100. Demandez-leur s'ils n'auraient pas aimé avoir le QI d'Einstein et le QP d'un champion olympique. Demandez-leur dans quel pays riche du monde ils auraient préféré naître si on leur avait laissé le choix. Demandez-leur avec quels parents et dans quel milieu ils auraient préféré exister. Il n'y a aucun exemple de société humaine intelligente, car il ne peut y en avoir. Toute association d'humains nécessite des humains qui se reproduisent sans s'occuper de la santé des personnes qui sont créées, sans avoir désiré exister. Toute association d'humains pond des humains en considérant que la contrainte d'existence va de soi, quelles que soient les conditions d'existence. Ça me va, donc ça lui ira. Et qu'elle est une nécessité pour la société sans se préoccuper des problèmes qui résultent d'exister sans raison valable autre que le profit de ceux qui existent déjà. Voir l'article « Pérenniser l'espèce humaine ». Philosophes, scientifiques et autres analystes de l'existence. À quoi sert d'exister? Avant, après, pendant, pour soi, pour les autres, pour la société, pour l'espèce, pour la vie, pour savoir, par simple automatisme, parce que c'est ainsi, parce que ça a commencé et qu'il faut continuer, pour Dieu, pour le diable, pour habiller une âme qu'il faut réincarner, parce que l'essence réclame l'existence, pour 1000 raisons tordues purement imaginaires. Trouvez la véritable raison. Vous n'en avez jamais trouvé? Vous cherchez encore? Vous n'en trouverez jamais. Il ne peut y en avoir, ce sont des foutaises. Personne ne peut avoir l'envie d'exister avant d'exister, car il faut exister pour avoir des envies. Et donc il faut une contrainte initiale qui rend chaque existence innocente d'exister, et innocente de ses actes. Comment un philosophe peut-il oublier, dans son analyse existentielle, l'obligation d'exister? Comment un philosophe peut-il oublier l'innocence d'exister qui en découle? Comment la justice peut-elle oublier l'innocence des actes qui en découlent? Comment la justice peut-elle oublier le principe de précaution et que le doute profite à l'accusé pour cet acte primordial qu'est la procréation? Voir l'article « Argument fondamental contre la peine de mort ». Conclusion. Il n'y a jamais de mots roses que des mots roses. Une mère qui met au monde un handicapé est une mauvaise mère. Une nation qui met au monde des milliers de handicapés chaque année, dans la volonté d'accepter la fabrication perpétuelle de dommages collatéraux humains, est une mauvaise patrie, une mauvaise matrie. Nous avons tous été contraints d'exister, et apparemment cette contrainte sert la société, qui est composée de ceux qui ont été contraints d'exister. Mais il y a peu de chances que vous ayez imaginé simplement qu'on vous a contraint d'exister avec la co-responsabilité sociale.
Je me demande bien pourquoi ça m'a pris un demi-siècle. Mais quoi qu'il en soit, cette obligation qui vous a été faite à tous d'exister devrait impliquer naturellement que notre existence est précieuse à la société, puisque nous la composons. Pas de société sans associés contraints d'exister pour la servir. Cette simple remarque devrait nous faire comprendre que notre vie devrait être prévue avant notre conception. Je ne parle pas des détails de notre vie, mais des grandes lignes, comme nos besoins alimentaires, notre santé, notre logement, nos vêtements, ainsi qu'une vie libre et intéressante. Nous contraindre à exister, c'est aussi nous fabriquer aléatoirement. C'est-à-dire que nous sommes tous différents physiquement et intellectuellement, et surtout dans nos capacités. Aucun d'entre nous n'a demandé à posséder des capacités inférieures à celles des autres. Et pourtant nous devons mériter nos existences. La qualité de nos existences avec ces capacités que nos parents ont construites avec l'accord social. Personne ne mérite un handicap de naissance, personne ne mérite d'être doué. Le méritant et le non-méritant ont été désirés tous deux également par la société. Ils doivent tous les deux être traités de la même manière par la société, par le gouvernement qui nous représente et par nos lois, dont un grand nombre a été écrit par des personnes déjà mortes depuis longtemps. Pourquoi y a-t-il des pauvres qui s'appauvrissent encore plus alors qu'ils ont été contraints d'exister pour servir la société? Pourquoi la société leur demande-t-elle d'être aussi méritants que les socialement doués? Puisque nous avons tous été placés sans notre accord devant l'échelle sociale, devons-nous tous obligatoirement escalader cette échelle pyramidale, avec une seule place à l'extrémité supérieure? Que doit faire la société de tous ceux qui ne veulent pas escalader l'échelle? Doit-elle les éliminer ou les laisser crever sur place? Je suis rationaliste, donc non-croyant, mais je reprends ce leitmotiv des religions en le complétant. Aimez-vous les uns les autres, aimez votre enfant plus que vous-même, aimez votre enfant avant de le concevoir, aimez suffisamment cette non-existence pour ne pas la contraindre à exister handicapée dans un monde poubelle belliqueux. L'innocence d'exister n'est pas une nouvelle idée, elle est un fait qui se déduit de la contrainte d'existence. Ce n'est pas un fait à disserter par des philosophes. Cela doit simplement être accepté comme la vérité qu'elle est. Les humains doivent au pire inviter leur enfant dans l'existence. Mais un handicap de naissance ne peut en aucun cas être une invitation. Ce genre d'invitation est toujours source de malheur. Fin. Émile Berlerme. Proposition de l'auteur de cet article pour une déclaration des droits de la personne handicapée. Il existe une convention relative aux droits des personnes handicapées, voir sur le site des Nations Unies. Le lien est dans la présentation. Voici ma propre proposition. Déclaration des droits de la personne handicapée, janvier 2016. Sur le modèle de la Déclaration des droits de l'enfant et des droits de l'homme. Préambule. Considérant que, dans la Charte, les peuples des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande. Considérant que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamé que chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de différences sur des détails physiques et comportementaux, apparents ou supposés, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. Note, dans les droits de l'homme, il faudrait supprimer le terme race, puisque la science humaine ne peut définir la notion de race, et remplacer la notion de couleur par différence sur des détails physiques et comportementaux, apparents ou supposés. Considérant ce qui suit, que tous les handicaps sont des maltraitances prénatales ou postnatales, de la nature et de l'humain, surhumain, qu'il ne peut être fait de différence entre le handicap de naissance et le handicap acquis au cours de la vie, car aucun être humain n'a demandé à exister, que le résultat d'un handicap, quel qu'il soit, est dû à la faiblesse corporelle, et, ou intellectuelle, et ainsi qu'à l'absence de libre arbitre, que faiblesse et absence sont les résultats d'un héritage génétique
provenant des parents et donc non désiré par l'enfant, pas plus désiré par cette personne que l'existence elle-même. Considérant qu'aucune personne, handicapée ou pas, ne peut exister à sa demande personnelle, que son existence est donc arbitraire, et que ses parents ont initié, sans aucune maîtrise, la fabrication à l'aveugle de son existence pour leur service, et celui de la société, puisque la procréation est le premier acte social et le plus important des actes humains, pourtant sans contrôle de la loi. Considérant que la personne handicapée, en raison de ses incapacités soit physiques soit intellectuelles, a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux, notamment le cas échéant d'une protection juridique appropriée, avant comme après la naissance, et notamment le cas échéant de matériel pour compenser le handicap acquis au service de la société par simple fait d'exister. Considérant que la nécessité de la protection spéciale de l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur les droits de l'enfant et reconnue dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La société se doit de reporter ses droits à la personne handicapée, qui a, comme l'enfant, certaines incapacités qu'elle conservera, le cas échéant, toute sa vie, au contraire de l'enfant une fois devenu adulte, en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux. Considérant que l'humanité se doit de donner à toute personne, enfant et adulte handicapé ou pas, le meilleur d'elle-même, et qu'il n'y a aucune raison de contraindre qui que ce soit à exister si les conditions d'existence sont mauvaises. Nous, l'auteur, proclamons la présente Déclaration des droits de la personne handicapée afin qu'elle ait une vie heureuse et bénéficie dans son intérêt, comme dans l'intérêt de la société, des droits et libertés qui y sont énoncés, et qu'elle bénéficie d'une réparation et d'un dédommagement pour le handicap qu'elle doit subir alors qu'elle n'a pas demandé à exister, encore moins à exister dans cet état physique ou mental, et alors que cette existence est le résultat d'un besoin de la société et d'un désir non contrôlé de ses parents. Nous, l'auteur, invitons les parents, les hommes et les femmes, à titre individuel, ainsi que les organisations bénévoles, les autorités locales et les gouvernements nationaux, à reconnaître ces droits et à s'efforcer d'en assurer le respect au moyen de mesures législatives et autres adoptées progressivement, en application des principes suivants. Principe premier. La personne handicapée doit jouir de tous les droits énoncés dans la présente déclaration. Ces droits doivent être reconnus à toutes les personnes handicapées sans exception aucune, et sans distinction ou discrimination fondée sur l'âge, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou autres, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou sur toute autre situation, que celle-ci s'applique à la personne handicapée elle-même, à sa famille ou ses tuteurs. Principe 2. La personne handicapée doit bénéficier d'une protection spéciale et se voir accorder des possibilités et des facilités pour compenser et réparer le handicap incapacitant, que ce soit intellectuel ou physique, par l'effet de la loi et par d'autres moyens, afin d'être en mesure de se développer d'une façon saine et normale sur le plan physique, intellectuel, moral, spirituel et social. Dans des conditions de liberté et de dignité. Dans l'adoption des lois à cette fin, l'intérêt supérieur de la personne handicapée doit être la considération déterminante. Principe 3. La personne handicapée a droit, dès sa naissance, à un nom et à une nationalité. Principe 4. La personne handicapée doit bénéficier de la sécurité sociale, elle doit pouvoir grandir et se développer d'une façon saine. À cette fin, une aide et une protection spéciale doivent lui être assurées, notamment des soins prénatals et postnatals adéquats. La personne handicapée a droit à une alimentation, à un logement, à des loisirs et à des soins médicaux adéquats. Principe 5. La personne handicapée physiquement, mentalement ou socialement désavantagée doit recevoir le traitement, l'éducation et les soins spéciaux que nécessite son état ou sa situation. Principe 6. La personne handicapée de naissance, pour l'épanouissement harmonieux de sa personnalité, a besoin d'amour et de compréhension. Elle doit autant que possible
grandir sous la sauvegarde et sous la responsabilité de ses parents, et, en tout état de cause, dans une atmosphère d'affection et de sécurité morale et matérielle. La personne handicapée en bas âge ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, être séparée de sa mère. La société et les pouvoirs publics ont le devoir de prendre un soin particulier des personnes handicapées sans famille ou de ceux qui n'ont pas de moyens d'existence suffisants. Il est souhaitable que soient accordées aux familles nombreuses des allocations de l'État ou autres pour l'entretien des personnes handicapées. Principe 7. La personne handicapée a droit à une éducation qui doit être gratuite et obligatoire, au moins au niveau élémentaire. Elle doit bénéficier d'une éducation qui contribue à sa culture générale et lui permette, dans des conditions d'égalité de chance, le cas échéant compensé selon le handicap, de développer ses facultés, son jugement personnel et son sens des responsabilités morales et sociales, et de devenir un membre utile de la société, si elle le désire. L'intérêt supérieur de la personne handicapée doit être le guide de ceux qui ont la responsabilité de son éducation et de son orientation. Cette responsabilité incombe en priorité à ses parents ou ses tuteurs. L'enfant handicapé doit avoir toute possibilité de se livrer à des jeux et à des activités récréatives, qui doivent être orientées vers les fins visées par l'éducation. La société et les pouvoirs publics doivent s'efforcer de favoriser la jouissance de ce droit, ainsi que compenser et réparer le handicap. Principe 8. La personne handicapée doit, en toutes circonstances, être parmi les premières à recevoir protection et secours. Principe 9. La personne handicapée doit être protégée contre toute forme de négligence, de cruauté et d'exploitation. Elle ne doit pas être soumise à la traite, sous quelque forme que ce soit. La personne handicapée ne doit pas être admise à l'emploi avant d'avoir atteint un âge minimum approprié. Elle ne doit en aucun cas être astreinte ou autorisée à prendre une occupation ou un emploi qui nuise à sa santé ou à son éducation, ou qui entrave son développement physique, mental ou moral. Principe 10. La personne handicapée doit être protégée contre les pratiques qui peuvent pousser à la discrimination physique ou comportementale, à la discrimination religieuse ou à toute autre forme de discrimination. Elle doit être élevée dans un esprit de compréhension, de tolérance, d'amitié entre les peuples, de paix et de fraternité universelle, et dans le sentiment qu'il lui appartient de consacrer son énergie et ses talents au service de ses semblables, si elle le désire, et selon ses capacités. Principe général. La société étant constamment en demande d'associés afin de remplacer les personnes décédées qui la constituaient, elle se doit, puisqu'elle est demandeuse de partenaires contraints d'exister pour son service, et puisqu'elle est respectueuse des droits de l'homme, qu'elle a elle-même institués, d'assurer à chacun une vie décente, intéressante, riche en opportunités, saine, non belliqueuse et gratuite. Et puisqu'elle n'est pas en mesure d'assurer que chaque humain, existant pour son service, naisse et demeure indemne de handicaps physiques ou mentaux, elle se doit de compenser et réparer, dans la mesure du possible, les échecs de la génération de ces personnes et de leur vie. Il faut toujours rappeler que la fabrication d'une existence n'est jamais maîtrisée et qu'elle ne sert que ceux qui existent déjà, que l'aléa de cette fabrication à l'aveugle implique la mère qui risque sa santé et sa vie en procréant, mais surtout la nouvelle personne, l'enfant, qui en supporte toutes les conséquences pour le seul service d'autrui, puisqu'il existera sans son accord préalable, évidemment impossible, et cette existence contrainte s'effectuera avec un corps, aussi bien qu'un intellect, et dans un milieu qu'il n'a pas choisi. Fin. L'auteur, Émile Berlerme.